Lyon, France, 14 mars 2024. 17h42. L'hiver finit de se retirer, mais le vent reste glacial. Dans le musée des Beaux-Arts, une classe de maternelle déambule entre les toiles Renaissance. Les enfants bavardent, se tiennent la main, écoutent distraitement leur maîtresse. Sauf un, Mathis Leclerc, 4 ans et demi, s'arrête net devant une fresque oubliée du XVIe siècle. L'Annonciation au berger, attribuée à un peintre anonyme lyonnais. Personne ne s'y attarde jamais. Le panneau explicatif est à peine lisible. Pourtant, Mathis lève son petit doigt vers le coin supérieur droit de la toile, là où un ange aux ailes d'or flotte dans un ciel d'azur. Maîtresse, ce mot-là, il est écrit en langue ancienne. La maîtresse, Madame Dubois, se retourne surprise. « Quel mot, mon chéri ?» Mathis pointe une inscription minuscule, presque effacée, gravée dans la dorure du cadre. Personne ne l'avait jamais remarqué, pas même les restaurateurs. C'est du latin ecclésiastique mélangé avec du provençal ancien. Ça dit « Celui qui verra 2 fois la lumière saura d'où vient l'ombre ». Silence absolu dans la salle. Madame Dubois sent son cœur s'accélérer. Mathis ne sait pas lire. Il apprend à peine l'alphabet. Comment peut-il prononcer ces mots avec une telle assurance? Un gardien du musée s'approche. « Petit, d'où tu connais cette phrase ?» Mathis tourne vers lui ses yeux noisettes, calmes, presque trop vieux pour son visage d'enfant. « Je l'ai apprise quand j'étais moine. Avant. » Ce mot résonne comme un gong dans la salle immense. Madame Dubois recule d'un pas. Les autres enfants se taisent. L'un d'eux tire sur la manche de Mathis. « Pourquoi tu parles comme un vieux, toi ?» Mathis ne répond pas. Il continue de fixer le tableau, puis d'une voix douce mais ferme, il murmure « Frère Antoine a peint ça pour moi. Il voulait que je me souvienne. » Le gardien compose immédiatement le numéro de la direction du musée. Dans les minutes qui suivent, une équipe d'historiens de l'art est convoquée d'urgence. Dr Camille Ferrand, spécialiste en iconographie médiévale, arrive en moins d'1 heure. Elle examine l'inscription au microscope numérique, puis elle lève les yeux, livide. C'est authentique, cette gravure date d'environ 1520. Et ce texte, je ne l'ai jamais vu dans aucun registre lyonnais. Elle se tourne vers Mathis. « Mon petit, comment as-tu su ce qui est écrit ?» Mathis hausse les épaules. Frère Antoine me le répétait toujours. Il disait que la lumière était un secret. Docteur Ferrand pose un genou à terre, son regard rivé à celui de l'enfant. « Qui est ton frère Antoine ?»« Mon maître. Quand j'habitais au monastère. »« Quel monastère ?»« Celui des collines, avec les vignes. On priait à l'aube, on copiait les livres saints. » Docteur Ferrand sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle sort son téléphone et fait défiler une base de données médiévale. Puis elle trouve Abbaye Saint-Antoine-des-Vignes, Lyon, détruite en 1562 lors des guerres de religion. Elle montre la photo d'archive à Mathis. « C'est ici que tu vivais ?» Mathis hoche la tête. « Oui, mais il n'y a plus les tours. » Docteur Ferrand retient son souffle. Les tours ont été détruites il y a plus de 450 ans. Aucun dessin d'époque ne montre leur forme exacte. Seules quelques descriptions écrites subsistent dans des archives jamais publiées. « Mathis, peux-tu me dire à quoi ressemblèrent les tours ?» L'enfant ferme les yeux. Puis il décrit, avec une précision troublante, 2 tours rondes. La gauche avait une cloche fêlée. La droite avait une croix en fer tordu. Entre les deux, il y avait une porte bleue avec un lion gravé. Docteur Ferrand vérifie fébrilement dans ses archives numériques. Un manuscrit du XVIe siècle mentionne effectivement une porte azur et un lion héraldique. Mais ce texte n'a jamais été numérisé. Il est conservé sous clé à la Bibliothèque Vaticane. Comment un enfant de 4 ans peut-il connaître ce détail? Les parents de Mathis, Sophie et Julien Leclerc, sont convoqués le lendemain matin. Ils arrivent inquiets, croyant que leur fils a fait une bêtise. Mais ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Docteur Ferrand leur montre les vidéos de surveillance du musée. On y voit Mathis pointer l'inscription, parler avec assurance, décrire des bâtiments disparus depuis des siècles. « Madame, monsieur, votre fils possède des connaissances de qui défient toute explication rationnelle. » Sophie tremble. « Mais il ne sait pas lire, il regarde des dessins animés. Il joue au Lego. » Julien fronce les sourcils. « Vous pensez qu'il invente? Non ?» Docteur Ferrand secoue la tête. Ce qu'il décrit correspond à des faits historiques vérifiables, des faits que personne, en dehors de 3 ou 4 spécialistes au monde, ne connaît. Sophie se tourne vers son fils. « Mathis, d'où tu sais tout ça ?» Mathis la regarde avec ses yeux trop sérieux. « Je te l'ai dit, maman. Avant, j'étais frère Mathias. J'ai vécu au monastère. Puis il y a eu le feu, et je suis mort. Le feu. » Sophie suffoque. Docteur Ferrand cherche frénétiquement dans ses bases de données, et elle trouve incendie catastrophique à l'abbaye Saint-Antoine-des-Vignes, 17 avril 1161. 15 moines périssent dans les flammes. Parmi eux figure un certain frère, Mathias Corançon, 34 ans, copiste et enlumineur. Docteur Ferrand organise une rencontre avec le professeur Henri Mallet, psychiatre spécialisé en mémoire traumatique et phénomènes dissociatifs.
Ils installent Saint-Mathis dans une salle calme du musée. L'enfant dessine tranquillement pendant qu'on lui parle. « Mathis, tu te souviens de ta dernière journée? Avant le feu ?» L'enfant lève les yeux. « Oui, raconte-moi. » J'étais dans le scriptorium. Je finissais une enluminure, une grande lettre D, avec des vignes dorées. Frère Antoine était venu me voir, il m'a dit « Mathias, il faut partir, les soldats arrivent. » Mais je n'ai pas voulu, je voulais finir mon travail. Le professeur Mallet note chaque mot. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les soldats sont entrés. Ils ont mis le feu au livre. J'ai essayé de sauver les manuscrits. Mais les flammes étaient trop fortes. J'ai respiré la fumée. Et puis, plus rien. Docteur Ferrand vérifie encore. Dans les archives, il est mentionné que frère Mathias Corançon est mort en tentant de sauver des manuscrits précieux. Son corps a été retrouvé près du scriptorium tenant encore une Bible enluminée. Sophie pleure. Julien est pâle comme un mort. Mathis, lui, continue de dessiner. Et ce qu'il dessine glace le sang des adultes présents. C'est une carte détaillée de l'abbaye, avec chaque bâtiment, chaque tour, chaque porte. Et au centre, une croix rouge. « C'est là que je suis mort », dit-il simplement. Docteur Ferrand prend la carte, elle la compare avec les plans d'archives. Tout correspond, à la virgule près. L'affaire prend une dimension médiatique en quelques jours. Les journaux titrent « Un enfant de 4 ans se souvient d'une vie au XVIe siècle. Des sceptiques crient au canular, des croyants parlent de miracles, des scientifiques exigent des tests. » Mathis est soumis à une batterie d'examens. IRM cérébral, test cognitif, entretien psychologique. Résultat, rien d'anormal, c'est un enfant comme les autres, sauf qu'il possède des souvenirs qui ne devraient pas exister. Le 22 mars 2024, une équipe d'archéologues obtient l'autorisation d'effectuer des fouilles sur le site de l'ancienne abbaye. Mathis les accompagne, il marche dans les ruines comme s'il rentrait chez lui. Là, c'était le réfectoire, là les cellules, et ici, il s'arrête devant un monticule de pierre. Ici, c'est le scriptorium. Les archéologues commencent à creuser. 3 heures plus tard, ils découvrent les fondations d'un bâtiment, puis des fragments de parchemin calcinés, puis sous une dalle de pierre, un squelette. À côté du squelette, les restes d'un livre. Docteur Ferrand examine le livre. C'est une Bible, avec une enluminure inachevée, une grande lettre D, avec des vignes dorées, Lyon, France, 29 mars 2024, 9h15. Le squelette retrouvé dans les ruines du scriptorium est transféré au laboratoire d'anthropologie médico-légale de l'université Lyon 2. Dr Claire Moncler, experte en datation osseuse, effectue les premières analyses. Elle prélève un fragment de fémur pour le test au carbone 14. Les résultats s'y tombent 5 jours plus tard. Datation 1560, bien 165. Âge au décès entre 32 et 36 ans. Cause probable asphyxie par inhalation de fumée. Dr Moncler convoque immédiatement Dr Ferrand. Camille, regarde ça. Elle lui montre les radios du crâne. Ce squelette présente une malformation congénitale rare du sinus frontal, une asymétrie osseuse spécifique. Elle hésite. Si on pouvait comparer ça avec Mathis? Dr Ferrand fronce les sourcils. Tu penses à quoi? Je pense que si Mathis présente la même anomalie, on entre en territoire complètement inconnu. Les parents de Mathis acceptent qu'on lui fasse passer un scanner cérébral non invasif. Le résultat arrive 3 jours plus tard. Docteur Moncler appelle Dr Ferrand à 23h, la voix tremblante. « Camille, c'est identique. » Silence au téléphone. « Oh, tu veux dire ?» « Je veux dire que Mathis et ce squelette ont la même anomalie osseuse. Une anomalie présente chez moins de 0,02% de la population. » Dr Ferrand s'assoit lentement. « Mais c'est impossible. Je sais, il faudrait une analyse génétique. » Oui, le professeur Mallet intervient. « On ne peut pas faire ça sans l'accord des parents. Et même si on le fait, qu'est-ce que ça prouvera? On ne peut pas comparer l'ADN d'un mort du XVIe siècle avec un enfant vivant et conclure qu'ils sont la même personne. » Docteur Ferrand hoche la tête. « Non, mais on peut chercher des liens de parenté. Si Mathis descend de la famille Corançon, les archives généalogiques en sont consultées. La famille Corançon a existé à Lyon jusqu'au XVIIIe siècle. Puis, elle s'est éteinte, ou a changé de nom. Les traces se perdent, sauf que Sophie Leclerc, la mère de Mathis, possède un nom de jeune fille, Corançon. Quand Dr Ferrand lui annonce, Sophie s'effondre. « Vous êtes en train de me dire que mon fils est la réincarnation de son propre ancêtre? Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais les faits sont là. » 6 avril 2024. Bibliothèque Vaticane, Rome. Dr Ferrand obtient une autorisation exceptionnelle pour consulter le manuscrit jamais numérisé mentionnant la porte bleue de l'abbaye. Elle prend l'avion pour Rome avec Mathis et ses parents. Dans les salles silencieuses de chez des archives, un bibliothécaire en soutane blanche apporte un codex poussiéreux. Il date de 1623, c'est le témoignage d'un moine survivant de l'incendie de 1561. Docteur Ferrand lit à voix haute, traduisant le latin ancien.
Frère Mathias Corançon était un homme de foi et de science. Il enluminait les Écritures avec une dévotion rare. Le jour de l'incendie, il refusa de fuir. Il disait qu'il devait protéger la lumière. Nous l'avons retrouvé serrant contre lui la Bible du pape Léon X qu'il avait ornée d'une lettre dédorée. Son corps était intact comme si le feu l'avait épargné. Mais il ne respirait plus. Mathis écoute en silence, puis il dit « C'est moi ». Le bibliothécaire se fige. « Pardon ? C'est moi, frère Mathias. Je me souviens de ce jour. Je ne voulais pas partir sans la Bible. Elle était précieuse. » Le bibliothécaire recule d'un pas. Docteur Ferrand pose une main sur l'épaule de Mathis. « Mon petit, pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est vrai. J'ai vécu ça. Et je suis revenu. » Le bibliothécaire se signe. « Mon Dieu ?» Docteur Ferrand demande. « Mathis, est-ce qu'il y avait autre chose dans cette Bible ? Quelque chose que tu aurais caché ?» Mathis hoche la tête. « Oui, une lettre. » « Une lettre ? Pour qui ? Pour moi. Pour quand je reviendrai. » Le bibliothécaire pâlit. « Vous voulez dire qu'il aurait écrit une lettre à sa future réincarnation ? » « Oui, je l'ai glissée entre les pages du livre des psaumes. » Docteur Ferrand sent son cœur battre à tout rompre. « Cette Bible, elle existe encore ? » Le bibliothécaire hésite. Puis il murmure « Oui, elle est ici. » 2 heures plus tard, dans une salle sous haute sécurité, on apporte la Bible du pape Léon X. C'est un chef-d'œuvre, reliure en cuir doré, enluminures éclatantes, mais elle n'a jamais été ouverte en public depuis 1561. Docteur Ferrand enfile des gants blancs, elle ouvre délicatement le livre des psaumes. Et là, entre les pages 47 et 48, se trouve un parchemin plié, jauni par le temps. Elle le déplie avec une infinie précaution. C'est une lettre, écrite en français ancien. À celui qui lira ces mots et saura qu'ils sont siens. « Je suis toi, tu es moi. Nous sommes la même âme voyageant à travers les âges. J'ai compris dans les derniers instants de cette vie que la mort n'est qu'un passage. J'ai vu la lumière, elle m'a parlé, elle m'a dit que je reviendrai. Pour accomplir ce que je n'ai pu finir. Si tu lis ceci, c'est que tu t'es souvenu. Et si tu t'es souvenu, c'est qu'il y a une raison. Cherche le sceau d'Antoine, il contient la vérité. Frère Mathias Corançon, 16 avril 1561. Le silence dans la salle est si profond qu'on entend le souffle des personnes présentes. Mathis s'approche et lit la lettre. Puis il sourit. « C'est mon écriture. » Docteur Ferrand a les larmes aux yeux. « Mathis, qu'est-ce que c'est le sceau d'Antoine ? » « C'est un médaillon. Frère Antoine me l'a donné avant de mourir. Je l'ai enterré sous le chêne du cloître. » Le bibliothécaire intervient. « Le chêne du cloître de l'abbaye Saint-Antoine ? » « Oui, mais cet arbre, il a été abattu en 1789. » Mathis secoue la tête. « Non, il a été coupé, mais la souche est encore là. Le médaillon est dessous. » 15 avril 2024. Site de l'ancienne abbaye, Lyon. Une équipe réduite d'archéologues se rassemble à l'aube. Mathis les guide vers une zone couverte de ronces et de terre meuble. C'était ici. On creuse, 30 cm, 50, 1 mètre. Puis la pioche heurte quelque chose de dur. Une souche fossilisée. Et dessous, enveloppé dans un tissu pourri, un petit objet métallique. Docteur Ferrand le sort avec précaution. C'est un médaillon en bronze, oxydé, mais intact. Sur une face, gravé « Saint-Antoine », sur l'autre, un symbole étrange, un cercle avec une croix inversée, et des lettres en latin « LVX in tenebris », la lumière dans les des ténèbres. Mathis prend le médaillon. « C'est ça, c'est le sceau. » Docteur Ferrand demande « Qu'est-ce qu'il contient ?»« Une clé. » « Une clé pourquoi ? » Pour comprendre, le médaillon est analysé en laboratoire. On découvre qu'il peut s'ouvrir. À l'intérieur, un minuscule parchemin enroulé, long de 3 cm, écrit en caractères microscopiques. Il faut une loupe électronique pour le lire. Et ce qu'il révèle laisse l'équipe abasourdie. C'est une formule alchimique, mais pas n'importe laquelle. C'est une recette pour fabriquer une encre lumineuse qui brille dans le noir après avoir été exposée à la lumière. Une encre qui capture la lumière. Docteur Ferrand comprend soudain. Mathis, les enluminures que tu faisais, elles étaient en fait avec cette encre ? Oui, frère Antoine me l'avait apprise. C'était un secret. Pourquoi c'était un secret ? Parce qu'avec cette encre, on pouvait écrire des messages cachés. Des messages que seuls ceux qui savaient où chercher pouvaient voir. Et tu as écrit des messages ? Oui. Dans toutes mes enluminures, Docteur Ferrand réalise l'ampleur de la découverte. Si Mathis, ou plutôt frère Mathias, a utilisé cette encre dans tous ses manuscrits, alors des dizaines d'œuvres conservées dans les bibliothèques d'Europe contiennent des messages secrets invisibles à l'œil nu. 22 avril 2024. Laboratoire de l'université Lyon 2. On fait venir la Bible du pape Léon X. On l'examine sous lumière ultraviolette, et là, sous la grande lettre dédorée, apparaissent des mots. Des mots qui n'étaient pas visibles avant. La vérité est dans le cycle. Nous revenons pour apprendre, nous revenons pour aimer, nous revenons pour achever. Docteur Ferrand lit à voix haute, la gorge serrée.
Mathis, tu savais que tu allais revenir » Mathis hoche la tête. « Oui, tout le monde revient, mais tout le monde ne se souvient pas. Moi, je me souviens. Pourquoi toi ? Parce que j'ai choisi de me souvenir. Pour finir ce que j'ai commencé. Qu'est-ce que tu n'as pas fini ?» Mathis regarde Dr Ferrand avec des yeux graves. Transmettre la lumière. Lyon, France, 28 avril 2024, Université Lyon 2, Amphithéâtre Descartes. Une conférence de presse internationale est organisée. Journalistes, scientifiques, théologiens, sceptiques. Tout le monde veut comprendre. Dr Camille Ferrand se tient derrière le micro, entouré du professeur Mallet, de Dr Monclerc et de représentants du Vatican. Les faits sont exposés méthodiquement. Mathis Leclerc, 4 ans, a décrit avec précision des lieux et événements datant du XVIe siècle. Il a révélé l'existence d'une lettre cachée dans une Bible conservée au Vatican, lettre qui s'adressait à lui-même dans une vie future. Il a localisé un médaillon enterré depuis 463 ans contenant une formule alchimique secrète. Il présente une anomalie osseuse, identique à celle du squelette de frère Mathias Corançon, et il est son descendant génétique direct. Les enluminures de frère Mathias contiennent des messages cachés en encre lumineuse, invisibles sans équipement spécialisé. Les journalistes explosent en question. C'est un canular ? L'enfant a-t-il été conditionné ? Quelle est la position de l'Église ? Un représentant du Vatican, Monseigneur Gabriele Rossi, prend la parole. L'Église ne se prononce pas officiellement sur les phénomènes de réincarnation. Cependant, nous ne pouvons ignorer les faits. Cet enfant possède des connaissances qu'aucune supercherie ne peut expliquer. Un journaliste demande, Mathis prétend transmettre la lumière. Qu'est-ce que ça signifie ? Dr Ferrand hésite, puis elle invite Mathis à la rejoindre sur scène. L'enfant monte calmement les marches, s'assoit sur une chaise trop grande pour lui. Il regarde l'assemblée sans peur. Mathis, peux-tu expliquer ce que tu veux dire par transmettre la lumière ? Mathis inspire profondément. La lumière, c'est la vérité. C'est ce qu'on apprend quand on meurt et qu'on revient. On comprend que tout est lié, que tout le monde est lié. Frère Antoine me l'avait appris. Il disait que les moines devaient garder ce savoir et le transmettre. Mais il y a eu la guerre, le feu. Tout a été détruit. Alors j'ai caché la vérité dans mes enluminures pour qu'un jour quelqu'un la retrouve. Un long silence suit ces mots. Un journaliste ose. Tu veux dire que tu as vécu pour transmettre un message à travers les siècles ? Oui, quel message ? Que la mort n'existe pas, qu'on revient toujours, et qu'il faut se souvenir pour ne pas refaire les mêmes erreurs. L'affaire fait le tour du monde. Certains crient au miracle, d'autres parlent des cas de manipulation. Des experts en psychologie de l'enfant affirment que Mathis pourrait être sous l'influence de son entourage. Mais comment expliquer les preuves matérielles ? Le médaillon, la lettre, l'encre lumineuse, la concordance génétique et anatomique. Le professeur Mallet organise une série de tests approfondis. Hypnose régressive, tests projectifs, entretien libre. À chaque séance, Mathis raconte la même histoire, avec les mêmes détails, sans contradiction. Sous hypnose, il décrit sa mort avec une précision glaçante. « Je sens la fumée, mes poumons brûlent, je serre la Bible, je ne veux pas la lâcher, frère Antoine crie mon nom, mais je ne peux plus bouger. Puis tout devient blanc, et je vois la lumière, elle me parle, elle me dit « Tu reviendras, tu finiras ton œuvre ?» Mallet demande « Qu'est-ce que tu as ressenti en mourant ?» J'ai eu peur, puis j'ai été en paix, parce que je savais que ce n'était pas la fin. Et après, j'ai flotté, longtemps. Je voyais des images, des vies, des gens que j'avais connus. Et puis j'ai vu maman, Sophie. Elle n'était pas encore ma maman, mais je savais qu'elle le deviendrait. Alors je suis venu. Sophie, présente dans la salle, pleure. « Mathis, tu m'as choisi ?» Mathis hoche la tête. « Oui, maman, je t'ai choisi parce que tu as un cœur doux et parce que tu portes le nom Corançon. Je voulais revenir dans ma famille. » 10 mai 2024, Bibliothèque nationale de France, Paris. Dr Ferrand entreprend un travail colossal. Examiner toutes les enluminures attribuées à frère Mathias Corançon, dispersées dans les bibliothèques d'Europe. 9 manuscrits sont identifiés. Chacun est analysé sous lumière UV. Résultat, chacun contient des messages cachés. Manuscrit 1, Bibliothèque Vaticane, l'âme ne meurt jamais, elle change de corps comme on change de vêtements. Manuscrit 2, British Library, Londres, le temps est une illusion, passé et futur coexistent. Manuscrit 3, Bibliothèque de Munich. Nous avons tous vécu 1000 vies, seuls les éveillés s'en souviennent. Manuscrit 4, Bibliothèque de Lyon. La lumière est en chacun, il suffit de la chercher. Les autres manuscrits révèlent des enseignements similaires. Une philosophie cohérente, une vision du monde qui anticipe de plusieurs siècles les théories modernes sur la conscience, la réincarnation et la physique quantique. Dr Ferrand compile tout dans un ouvrage qu'elle intitule « Les manuscrits de la lumière, l'héritage de frère Mathias ». Le livre devient un best-seller mondial. Des millions de personnes se questionnent.
des chercheurs en neurosciences s'intéressent aux mécanismes de la mémoire transgénérationnelle. Des physiciens explorent les théories de l'information quantique pour expliquer comment une conscience pourrait survivre à la mort biologique. Mais pour Matisse, rien de tout ça n'a d'importance. Il continue d'aller à l'école, de jouer avec ses amis, de dessiner. Parfois, il dessine des enluminures, des lettres ornées de vignes dorées. Et quand on lui demande pourquoi, il répond simplement « parce que c'est beau ». 17 mai 2024. Jardin botanique de Lyon. Sophie et Matisse se promènent, main dans la main. Le soleil décline. Les ombres s'allongent entre les arbres centenaires. Sophie s'arrête devant un chêne immense. « Matisse, tu es heureux ?» L'enfant lève les yeux vers elle. « Oui, maman. »« Tu regrettes d'être revenu ?»« Non, c'est important. »« Pourquoi ?» Parce qu'il faut que les gens sachent, qu'ils n'aient plus peur de mourir, qu'ils comprennent qu'on revient toujours, que l'amour ne finit jamais. » Sophie s'agenouille et serre son fils contre elle. « Tu es un enfant extraordinaire. » Matisse sourit. « Non, maman, je suis juste un enfant qui se souvient. » 22 mai 2024. Colloque international sur la réincarnation Genève. Des scientifiques du monde entier débattent du cas Matisse Leclerc. Certains proposent des théories génétiques. La mémoire serait encodée dans l'ADN et transmise de génération en génération. D'autres parlent de champs morphiques, de résonance quantique, de conscience non locale. Mais personne n'a de réponse définitive. Le professeur Mallet conclut « Nous sommes face à un phénomène qui transcende nos cadres de compréhension actuels. Peut-être qu'un jour, la science expliquera tout cela. Ou peut-être que certaines vérités resteront à jamais mystérieuses. » Dr Ferrand ajoute « Ce qui est certain, c'est que Matisse nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous sommes plus que notre corps, plus que notre cerveau. Nous sommes des êtres de lumière, voyageant à travers le temps. » Lyon, France, 3 juin 2024. Domicile des Leclerc. La vie reprend peu à peu son cours. Les journalistes se font plus rares. Les scientifiques nous continuent leurs recherches, mais loin des projecteurs. Matisse retourne à l'école maternelle, ses camarades ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Pour eux, Matisse reste Matisse. Un copain qui aime dessiner et jouer au ballon, mais parfois, l'un d'eux demande « C'est vrai que tu as vécu avant ?» Et Matisse répond « Oui, tout le monde a vécu avant, mais tout le monde ne s'en souvient pas. » Les enfants haussent les épaules et retournent jouer. Pour eux, c'est juste une histoire bizarre. Mais pour Matisse, c'est sa réalité. 15 juin 2024, Abbaye Saint-Antoine-des-Vignes, site restauré. Grâce aux révélations de Matisse, les autorités décident de restaurer partiellement le site de l'ancienne abbaye. Un projet culturel et historique voit le jour. On reconstruit symboliquement une partie du cloître. On installe des panneaux explicatifs. On crée un parcours pédagogique sur la vie monastique au XVIe siècle. Et au centre du cloître, on plante un nouveau chêne. Un jeune arbre qui, dans quelques siècles, sera centenaire. À son pied, une plaque de bronze. En mémoire de frère Mathias Corançon, 1527-1561, copiste et enlumineur, dont l'âme a traversé les âges pour transmettre la lumière. Matisse assiste à l'inauguration. Il pose sa petite main sur le tronc du jeune chêne et murmure « À bientôt mon ami ». Sophie demande « Tu penses que tu reviendras encore ?»« Oui, quand ce sera nécessaire. »« Et tu te souviendras ?»« Je ne sais pas, mais j'espère. » 28 juin 2024, Laboratoire de neurosciences cognitives, Université de Genève. Dr Élise Moreau, neuroscientifique spécialisée en mémoire, étudie le cas de Matisse depuis 2 mois. Elle a réalisé des IRM fonctionnels, des tests cognitifs, des analyses de connectivité cérébrale. Et elle a découvert quelque chose de fascinant. Le cerveau de Matisse présente une activité anormalement élevée dans une région appelée le précunus, située dans le cortex pariétal. Cette zone est impliquée dans la mémoire épisodique, l'imagerie mentale et la conscience de soi à travers le temps. C'est comme si son cerveau avait un accès direct à des souvenirs qui devraient être inaccessibles, explique-t-elle lors d'une conférence. Normalement, nos souvenirs commencent à partir de 3-4 ans. Mais Matisse accède à des souvenirs qui précèdent sa naissance actuelle. Un journaliste demande « Vous pensez que la mémoire peut être transmise génétiquement ?» C'est une hypothèse. On sait que certaines expériences traumatiques peuvent modifier l'expression des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Peut-être que des souvenirs très intenses, comme une mort violente, peuvent laisser une empreinte dans l'ADN et cette empreinte serait réactivée dans un descendant direct. Mais ça n'explique pas les détails précis. Non, ça n'explique pas tout. C'est pourquoi je pense qu'il y a autre chose, quelque chose que nous ne comprenons pas encore, une forme de mémoire non locale, une conscience qui existerait au-delà du cerveau physique. 12 juillet 2024, domicile des Leclerc, Matisse célèbre son 5e anniversaire. Il souffle les bougies entouré de ses parents, de ses grands-parents, de ses amis. Tout le monde chante, tout le monde rit. C'est une scène ordinaire, une scène de bonheur simple. Puis,
Alors que les invités sont partis et que la nuit tombe, Mathis s'assoit dans le jardin. Il regarde les étoiles, Sophie le rejoint. « Tu penses à quoi, mon chéri ? Je pense à frère Antoine. »« Ton maître du monastère ? » ?»« Oui. Je me demande s'il est revenu lui aussi. »« Tu crois ? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien le retrouver. » Sophie serre son fils contre elle. « Peut-être que tu le retrouveras un jour. Qui sait ?» Mathis sourit. « Oui, qui sait ?» 25 juillet 2024. Bibliothèque Vaticane, Rome. Monseigneur Rossi examine une dernière fois la Bible du pape Léon X. Il relit la lettre de frère Mathias, puis il referme le livre et murmure une prière. « Seigneur, si cette âme a vraiment traversé les siècles, montre-nous pourquoi. Montre-nous ce que nous devons apprendre. » À cet instant, un jeune moine frappe à la porte. « Monseigneur, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. »« Qui ? Un enfant ? Il dit qu'il s'appelle Mathis. » Rossi se fige, puis il se lève. « Faites-le entrer. » Mathis entre timide. Il tient la main de sa mère. Rossi s'agenouille devant lui. « Mathis, pourquoi es-tu venu ? » « Je voulais voir la Bible. Une dernière fois ? » ?»« Pourquoi une dernière fois ? Parce que je crois que j'ai fini. J'ai transmis ce que je devais transmettre. Maintenant, je peux juste être un enfant. » Rossi sourit, s'émue. « Tu as accompli ta mission. »« Oui. Et tu es en paix ? » ?»« Oui. » Rossi pose une main sur la tête de Mathis. « Que Dieu te bénisse, petit porteur de lumière. » 31 juillet 2024. Conclusion de l'enquête officielle. Les autorités scientifiques et religieuses publient un rapport conjoint. Conclusion, le cas Mathis Leclerc présente des éléments inexplicables par les connaissances actuelles. Bien que plusieurs hypothèses puissent être avancées, mémoire génétique, transmission culturelle inconsciente, cryptomnésie, aucune ne rend compte de l'ensemble des faits observés. Nous recommandons la poursuite des recherches dans un cadre interdisciplinaire, tout en respectant la vie privée et le bien-être de l'enfant. Le rapport reconnaît l'existence d'un phénomène réel, sans pouvoir l'expliquer. 15 août 2024. Jardin botanique de Lyon. Sophie, Julien et Mathis se promènent une dernière fois avant la rentrée scolaire. Mathis court entre les arbres, rit, joue. Il est redevenu un enfant ordinaire, ou presque. Sophie demande « Mathis, est-ce que tu regrettes d'avoir parlé de tout ça ?» Mathis réfléchit. « Non, parce que ça a aidé des gens. »« Comment tu le sais ?»« Parce que j'ai reçu des lettres. Des gens qui me disent qu'ils ont moins peur de mourir maintenant, qu'ils croient qu'ils reverront ceux qu'ils ont perdus. Ça me rend heureux. » Julien pose une main sur l'épaule de son fils. « Tu es un garçon exceptionnel. » Mathis secoue la tête. « Non, papa, je suis juste un garçon qui a eu la chance de se souvenir. Mais tout le monde peut se souvenir. Il suffit d'écouter. » Épilogue, 20 ans plus tard, 2044. Mathis Leclerc a 24 ans. Il est devenu historien de l'art, spécialisé en manuscrits médiévaux. Il travaille au musée des Beaux-Arts de Lyon, là où tout a commencé. Un jour, une jeune femme entre dans le musée avec sa fille de 4 ans. La petite s'arrête devant la fresque de l'Annonciation au berger. Elle pointe le coin supérieur droit et dit « Maman, je connais cette inscription. » Mathis, qui passe par là, s'arrête. Il s'agenouille devant l'enfant. « Comment tu la connais ?» La petite le regarde avec de grands yeux clairs. « Parce que je l'ai écrite avant. » Mathis sourit. « Tu t'appelles comment ?»« Jeanne. »« Enchanté Jeanne, moi c'est Mathis. » La petite sourit. « Je sais, tu étais frère, Mathias. Moi j'étais frère Antoine. » Le cœur de Mathis s'arrête, puis il éclate de rire. Un rire joyeux, libérateur. « Frère Antoine, tu es revenu ?»« Oui, pour continuer à transmettre la lumière. » Mathis prend la main de la petite Jeanne. « Alors, allons-y ensemble. » Et ils marchent côte à côte dans le musée, deux âmes anciennes dans des corps nouveaux, portant la lumière à travers les âges.